Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode consacré à Fathom, la série créée, écrite et dessinée par Michael Turner. J'en ai déjà un peu parlé dans ma précédente vidéo qui était consacrée au premier numéro de Comic Box. J'y reviens ici un peu plus en détail et pour en parler, j'ai ressorti mes exemplaires de la première édition française de la série chez Semic entre 1999 et 2003. 4 ans pour 10 numéros seulement. Faut dire que la publication aux États-Unis s'est faite au compte-gouttes, avant tout en raison des problèmes de santé de Michael Turner à l'époque et du cancer pour lequel il va être traité à partir de l'an 2000. À l'époque, Michael Turner s'est fait connaître en créant la série Witchblade en 1995 et sa nouvelle série était très attendue. Et de fait, en 1998, ça a été une des meilleures ventes de l'année, avec un peu plus de 250 000 exemplaires du numéro 1 vendus. Ce qui, pour l'époque, est assez énorme. Aux États-Unis, on est encore au creux de la vague côté vente de comics, et il y a très très peu de titres qui vendaient à plus de 100 000 exemplaires. Alors, pour booster les ventes, Topco a eu recours à un procédé un peu contestable, c'est que le numéro 1 de Fathom existe en 3 versions différentes. Et je parle pas seulement d'une couverture différente pour chaque version, mais c'est carrément une partie du contenu qui change. Concrètement, en fait, chaque version contient 3 pages différentes des autres versions. Si je prends cette édition américaine par exemple, eh ben, j'avais 7 pages en ouverture. Et les 2 autres versions proposaient une page différente. Alors, pour l'édition française, Semic a choisi de ne pas jouer à ce petit jeu, et ils ont sorti une version composite des 3 éditions américaines. Ce qui fait que, quand on commence la lecture, on a droit à la même scène, 3 pages de suite, mais à chaque fois racontée du point de vue d'un personnage différent. Alors la seule fantaisie que s'est autorisé Semic, en fait, c'est de proposer ce premier numéro avec 2 couvertures différentes. Premier numéro qui réunit donc les 3 premiers épisodes de la série. Et donc, de quoi ça parle Fathom ? C'est l'histoire de Aspen Matthews, qui est une jeune docteure en biologie marine, au passé on va qualifier de nébuleux. Alors, le premier épisode débute par un flashback qui se situe une douzaine d'années plus tôt, au moment où réapparaît un paquebot de croisière, le Paradise, qui avait disparu 10 ans plus tôt. Et à son bord, parmi les passagers, se trouve la jeune Aspen, qui, semble-t-il, n'a aucun souvenir avant ce moment-là. Qu'est-il arrivé au Paradise et à ses passagers pendant 10 ans ? Personne n'en sait rien, ni les passagers eux-mêmes, ni les autorités. Et au cours de la série, on en apprendra pas beaucoup plus sur cet événement. C'est une des failles du scénario, alors c'est loin d'être la seule, mais bon, la question est effectivement très vite évacuée, alors que quand même un paquebot qui réapparaît subitement 10 ans après sa disparition, ça mériterait qu'on s'y intéresse davantage. Quoi qu'il en soit, Aspen va être adopté par la famille Matthews. Là encore, c'est tout juste évoqué au passage. Et on la retrouve donc aujourd'hui, au moment où elle s'apprête à rejoindre une station sous-marine, Deep Marine Discovery, où elle doit passer les 3 prochains mois. Outre le mystère sur ses origines, se pose très vite le mystère sur l'identité d'individus qui surveillent Aspen en permanence. On les voit dans la scène d'ouverture sans qu'on sache qui ils sont, et on les retrouve quelques pages plus loin dans un autre flashback, alors que Aspen a 16 ans et qu'elle manque de se noyer au cours d'une plongée sous-marine. Et c'est à cette occasion qu'elle va voir pour la première fois des créatures aquatiques d'apparence humaine. Et dans ce deuxième flashback, on comprend que les 2 personnages qui surveillent en permanence Aspen ont des objectifs très différents. L'un d'eux veut s'emparer d'elle,
et l'autre veut la protéger. Le mystère va en partie s'éclaircir une fois à bord de Deep Marine Discovery, puisque Aspen y découvre l'existence d'un vaisseau sous-marin d'origine inconnue. Et surtout, elle va voir le corps d'un de ces êtres aquatiques qu'elle avait aperçu quand elle avait 16 ans. Et puis ensuite, tout va brusquement partir en sucette parce que, dans le même temps, l'armée américaine a elle aussi repéré un de ces vaisseaux inconnus qui survole le Pacifique, et l'avion de chasse qui est chargé de l'intercepter va rater sa cible et il va atteindre Deep Marine Discovery. Notre héroïne y survivra-t-elle? La réponse dans le prochain épisode. Bon, pour un premier épisode, Fathom numéro 1, c'est plutôt un bon épisode. On a à la fois la présentation de son héroïne, Aspen Matthews, mais également des mystères qui l'entourent, avec, en fin d'épisode, la révélation d'un premier mystère, et puis le récit qui va s'emballer avec la torpille tirée en direction de la base sous-marine. Donc ouais, premier épisode assez efficace, avec un petit côté Abyss, le film de James Cameron, à partir du moment où l'action va se dérouler sous l'eau. Côté dessin, on retrouve instantanément le style Michael Turner, à commencer par sa façon de dessiner les corps féminins, avec des jambes exagérément longues, une taille et des hanches très fines, et par contre, une poitrine assez généreuse. Bon, alors, le problème, c'est qu'il applique le même gabarit à tous ses personnages féminins, même quand il doit dessiner une gamine de 10 ans, comme sur la page d'ouverture, et là, forcément, ça fonctionne plus du tout. Autre élément plus intéressant et plus réussi, c'est sa manière très réaliste et détaillée de dessiner certains appareils, que ce soit le paquebot au début du récit, un porte-avions 2 pages plus loin, les avions de chasse eux-mêmes, et puis même la station sous-marine, qui est totalement inventée pour le coup, mais qui a, je trouve, vraiment de la gueule. Bref, il y a un gros effort de sa part pour ancrer son histoire dans un certain réalisme. Même chose d'ailleurs avec le vaisseau Alien, qui donne vraiment l'impression d'une technologie totalement inconnue et totalement différente de celle qu'on connaît. Et puis enfin, il y a le look des hommes aquatiques avec cette sorte d'exosquelette qui les habille, et qui a un côté très minéral dans son apparence, un côté corallien, et qui donne à ce personnage et à d'autres qu'on rencontrera par la suite un look que je trouve vraiment intéressant et réussi. Par certains aspects, ça rappelle d'ailleurs l'armure de Witchblade, y compris dans le rendu des textures. On reprend le cours de notre récit avec un deuxième épisode qui se déroule dans une ambiance de film catastrophe. Deep Marine Discovery est touché de plein fouet par un tirami, entre guillemets, et il s'agit pour ceux qui le peuvent d'évacuer les lieux au plus vite. Et tout ça va aboutir à une séquence où on découvre que Aspen, et voilà, Aspen, elle est probablement pas tout à fait humaine, elle non plus. Ce que va confirmer d'ailleurs l'épisode suivant et les analyses médicales que subit Aspen à l'hôpital. Ses capacités pulmonaires en particulier sont absolument hors du commun. On apprendra plus tard que Aspen a eu une carrière de sportive et qu'elle aurait dû participer aux Jeux Olympiques, mais qu'elle en a été écartée en raison de soupçons de dopage. Ce troisième épisode, je trouve qu'il marque une certaine baisse de rythme, mais il permet par contre d'éclaircir davantage la situation sur les hommes aquatiques.
Il devient désormais très clair qu'il existe deux camps. D'une part, la majorité de ces êtres qui ont toujours vécu en marge de l'humanité et qui comptent bien continuer comme ça. Et puis on a une faction rebelle qui estime que le temps est venu pour eux de prendre possession de la Terre. Et chacun de ces groupes va être incarné par un individu, Cannon Hawk d'un côté, celui qui cherche à protéger Aspen, et Killian de l'autre, le chef des factieux, qui lui souhaite se servir d'Aspen pour mener à bien ses objectifs de conquête. Et on a là, finalement une opposition très classique qu'on a pu retrouver par exemple dans certains récits de Namor chez Marvel ou d'Aquaman chez DC. De ce point de vue, Fathom innove pas franchement. De même pour tout ce qui concerne cette société sous-marine, dont on saura finalement pas grand-chose. Michael Turner et son co-scénariste Bill O'Neill, ils s'y intéressent jamais vraiment, si ce n'est de manière très superficielle. Et d'ailleurs, sauf erreur de ma part, cette civilisation, elle est même jamais nommée. Alors, en faisant une recherche sur Internet, j'ai vu qu'on les appelle les Bleus, mais vraiment, à aucun moment j'ai lu ce terme dans ces épisodes. Donc, soit j'ai raté un truc, soit le terme a seulement été utilisé en marge du récit, ou alors il apparaît dans les séries suivantes. Je sais pas. En marge des premières attaques des troupes de Killian contre les humains, on a une tension qui cesse de grimper entre les États-Unis et le Japon. Chacun accusant l'autre des destructions qu'il a subies. Et tout ça va assez vite conduire à un affrontement direct entre les deux pays. Alors, une guerre qui oppose États-Unis et Japon en 1999, on y croit moyen. Mais c'est vrai qu'à l'époque, après la disparition de l'URSS, le Japon jouait assez souvent le rôle du grand méchant dans les fictions des années 90. Un personnage dont j'ai pas encore parlé, c'est l'amiral Mailander, qui est présent dès le début de la série, dont on découvre que non seulement il connaît l'existence de ce peuple sous-marin, mais en plus il a passé un accord avec certains d'entre eux, en l'occurrence la faction menée par Killian. Et Mailander, c'est le type même du militaire qui a une mission à mener et qui reculera devant rien pour parvenir à ses fins. Autre personnage qu'il faut évoquer, c'est Chance Calloway, le pilote qui a causé la destruction de la station sous-marine. Ça va devenir un personnage récurrent de la série à partir du moment où il rend visite à Aspen chez elle pour s'excuser. Ça fait partie des éléments assez mal gérés du récit. La relation qui va se développer entre Chance et Aspen, alors que, en toute logique, elle aurait dû lui péter la tronche et puis fin de l'histoire. Et d'ailleurs, dans le même genre, Chance est visiblement jamais embêté par les autorités militaires, alors qu'il a quand même causé la mort de la quasi-totalité des occupants de Deep Marine Discovery, et il a causé la destruction de la station elle-même. Mais non, au lieu de ça, ça va devenir le bon pote déconneur de la série. Ouais. Ceci dit, de manière générale, les personnages secondaires sont quand même assez maltraités dans cette série. On a par exemple la coloc d'Aspen, qui s'appelle Tyler Kincaid, qui est journaliste, et c'est à peu près la seule utilité, et même la seule présence qu'elle a dans le récit. Dans le tout premier épisode, on a Jack, qui est l'ex d'Aspen, un peu lourdeau, qui va mourir dans la destruction de Deep Marine Discovery, sans que personne en ait quoi que ce soit à foutre. On a aussi le frangin de Chance Calloway, qui lui aussi fait une rapide apparition dans l'histoire, mais sans y apporter quoi que ce soit. Bref, autant les personnages principaux sont plutôt bien traités, autant les autres, franchement, ils ont moins d'épaisseur qu'une feuille de papier à cigarette. Même chose d'ailleurs du côté de la faction de Killian, où
Les rares personnages qui ont un minimum de temps de parole, ils sont juste là pour tenir leur rôle, c'est-à-dire celui du grand méchant pour Taras, et celui de la confidente qui va se révéler être une traîtresse pour Kayla. Le premier arc va aller jusqu'au numéro 9 de la série en VO, soit le numéro 4 en VF, et en gros, Killian va utiliser Aspen pour développer une arme capable de créer le chaos à l'échelle planétaire. Aspen, dans un premier temps, elle va soutenir Killian, elle est convaincue que sa cause est juste, et puis finalement, elle va se retourner contre lui. Tout ça donne des derniers épisodes qui sont totalement tournés vers l'action, et avec quand même quelques séquences assez spectaculaires dans le genre apocalyptique. Globalement, l'histoire se tient bien, avec ses hauts et ses bas. Il y a notamment quelques baisses de rythme assez malvenues dans le récit, mais dans l'ensemble, ça fonctionne. Alors, tout ça reste quand même, somme toute, très classique dans le genre, mais ça se lit d'une traite et avec quand même un certain plaisir. Entre le numéro 4 et le numéro 5 de la série, en février 2000, Semic va publier un numéro spécial de Fathom, qui est en fait le numéro 11 de sa revue Collection Images, et qui contient en fait l'intégralité du Fathom Swimsuit Special de 1999. Plus, ils ont rajouté les illustrations des couvertures de la série. Et on trouve donc du beau monde au sommaire, y compris sur la couverture, qui, pour le coup, est une création française, qui est signée Olivier Vatine. Et à l'intérieur, outre évidemment Michael Turner, on va retrouver entre autres Adam Pollina, on va retrouver Joe Benitez, David Finch, on va voir plus loin Marc Silvestri, il est là, Jay Lee, le voici, ou encore Jeff Scott Campbell. Fin de la parenthèse, on revient à la série principale et au numéro 5 qui contient un récit en 2 parties très différent du précédent. En fait, le seul lien direct avec ce qui a précédé, c'est que, suite aux événements de l'arc précédent, on assiste à l'apparition de plus en plus fréquente de créatures marines inconnues ou qu'on croyait disparues. Et des créatures affamées pour certaines d'entre elles. Aspen va donc se lancer à la recherche d'une de ces créatures, et elle va tomber sur un type à bord d'un sous-marin, qui lui-même est lancé à la chasse aux monstres sous-marins. Alors c'est un personnage vraiment très bizarre, qui se fait appeler Ba'a, enfin les quelques fois où il se rappelle de son nom, et il prétend chasser une créature qu'il a baptisée Big Mo, et il prétend la chasser depuis plus de 3 siècles. Alors, zinzin ou pas zinzin, le récit en fait tranche pas vraiment, mais ces 2 épisodes s'avèrent être une lecture vraiment très fun, où en fait au scénario, Michael Turner et Bill O'Neill ont l'air quand même de bien s'amuser à revisiter Moby Dick en mode comédie. D'ailleurs, entre Ba'a et Akab, il n'y a qu'une seule lettre de différence. En outre, côté dessin, que ce soit la créature géante qu'on y voit ou que ce soit le sous-marin de Ba'a, Michael Turner signe des planches vraiment assez superbes et inventives, que ce soit au niveau du design ou au niveau de la mise en scène. Alors, on est d'accord dans cette histoire, Aspen en fait tient davantage un rôle d'observatrice de l'histoire, plus qu'elle y prend réellement part, mais en ce qui me concerne, ça reste quand même mes 2 épisodes préférés
de la série. Et ensuite, entre ce numéro et le suivant, il va se passer 9 mois. Et encore, Fathom numéro 6, c'est un numéro qui est plus là pour occuper le terrain qu'autre chose. Au sommaire, on a le numéro 0 de la série et on a le Swimsuit Special de 2000. Le numéro 0, il se déroule juste avant le numéro 1, logique, et il revient sur la première rencontre d'Aspen avec les hommes aquatiques. Alors, ça apporte pas grand-chose à son histoire, mais au moins, Michael Turner signe quand même quelques jolies planches. Plaisir des yeux toujours, avec le deuxième Swimsuit Special, avec, encore une fois, du beau monde. On retrouve Dwayne Turner, on retrouve Gary Frank, Ron Garney, Joe Benitez et quelques autres. Ça c'est du Michael Turner, mais c'est une illustration que je trouve quand même assez superbe. Finalement, la véritable suite de Fathom, on va la retrouver 8 mois plus tard, dans le numéro 7, avec au sommaire Fathom numéro 12, et le premier numéro de la mini-série Killian's Tide. Alors on va commencer par la série régulière, dont la particularité de cette histoire, c'est d'accueillir deux guests de renom, Witchblade et Lara Croft. À l'époque, Turner bosse toujours pour Topco, et Topco a encore les droits sur Tomb Raider. Ça va évidemment s'avérer problématique par la suite, quand Turner va quitter Topco pour fonder Aspen Comics. Et à partir de là, plus moyen de rééditer ces épisodes dans l'état pour évidemment des questions de droit. Du coup, pour les rééditions ultérieures, notamment dans l'intégrale qu'a publié Delcourt en 2022, il a fallu faire disparaître et Sarah Pezzini et Lara Croft. Alors j'ai pas ces éditions, du coup je vous renvoie vers la chaîne de Max Faraday qui avait fait un comparatif entre l'édition Semic et l'édition Delcourt. Je mets le lien dans la description de la vidéo. L'histoire, en gros, elle fait suite au premier arc et elle introduit un nouveau personnage qui s'appelle Vanna, qui est la mère de Taras, le bras droit de Killian qui mourait à la fin de cet arc. Et Vanna, elle est pas très contente et elle a décidé de ressusciter son fils en kidnappant Cannon Hawk pour lui prendre son énergie vitale et ainsi rendre la vie à Taras. Alors ça va pas se passer exactement comme prévu, et d'autant moins quand le trio Aspen Matthews, Lara Croft, Sarah Pezzini va venir à la rescousse de Cannon. Tout ça, ça nous donne une histoire correcte, assez rythmée, faute d'être très originale, et ça va surtout être la fin de la première série Fathom qui en VF se termine dans le numéro 9. Quelques mots sur la mini-série Killian's Tide qui accompagne donc ces épisodes. C'est une mini en 4 parties qui est écrite comme d'habitude par Michael Turner et Bill O'Neill, mais qui est dessinée par Talent Caldwell, qui est un artiste dont c'est un des tout premiers travaux professionnels. A noter que Caldwell est également crédité comme assistant de Michael Turner au dessin sur les 3 derniers épisodes de Fathom. Caldwell, à l'époque, il a un style assez agréable, pas très éloigné de Sweet Turner, mais avec quelques influences manga, notamment dans les visages de ces personnages. L'histoire, elle revient sur le passé de Killian, donc le grand méchant du premier arc, et elle débute dans les années 50, quand un essai atomique américain va détruire une cité sous-marine. Et à partir de là, certains membres de ce peuple de la mer vont décider de se venger,
malgré l'appel à la raison du conseil qui gère cette société. Et parmi eux se trouve Killian, ainsi que son frère aîné Sears. Et l'histoire montre comment Killian va progressivement se radicaliser et défendre une politique de plus en plus vindicative face aux humains. Alors, on peut pas dire que Killian State ce soit une lecture vraiment indispensable, mais elle a au moins l'intérêt de donner davantage d'épaisseur au personnage de Killian et de permettre au lecteur de passer davantage de temps au sein de cette civilisation sous-marine, même si, à nouveau, la description qu'en font Michael Turner et Bill O'Neill reste quand même très superficielle. La mini se conclut donc dans le numéro 10 de la revue, et comme la série principale s'est terminée dans le numéro précédent, qu'est-ce que Semic a trouvé comme bouche-trou pour le numéro 10 ? Un numéro 1,5 par Michael Turner et Olivia Tchada qui co-scénarise ce récit. Et c'est un récit qui met en scène Cannon Hawk et surtout sa famille, et qui en fait raconte l'histoire de son grand-père. Ça donne un récit qui est étonnamment touchant, en particulier dans sa conclusion qui se termine sur une très jolie scène. Et c'est ainsi que se termine l'aventure Fathom chez Semic. Alors, ces épisodes seront réédités en librairie, d'abord aux éditions USA, en 5 tomes, entre 2000 et 2003. Ensuite, chez Delcourt, en 4 tomes, en 2008-2009, sous le titre Fathom Origin. Et puis, en 2022, Delcourt a réédité l'ensemble dans une intégrale de 450 pages. La suite de Fathom a également été publiée chez Delcourt dans la revue Aspen Comics entre 2005 et 2008, puis en album entre 2006 et 2012. Mais ce sera peut-être l'occasion d'une prochaine vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram et avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos. Et vous pouvez surtout lire des comics. Soyez sages et à bientôt.